Non, mais, alors, merci Jérôme et Eric pour l'invitation. Aussi, je suis très content d'être là. Non, quelques réflexions. Ça va aller très vite, hein, ça va aller plus vite parce que finalement, pour le foie, c'est exploratoire. Alors depuis 10 ans, c'est exploratoire, mais ça le reste encore. On va dire, on n'a pas de niveau de preuve et de recommandation pour faire ces tests. Et merci Christophe pour l'hommage à Benoît Wallard, parce que je lui transmettrai, parce qu'il y a plus de 10 ans, il m'a confié un de ses internes, Malcolm Lemise, et il m'a dit, voilà, j'étais jeune PH, tu lui fais une thèse et un mémoire avec la VO2 et puis la cirrhose, et puis tu te débrouilles. Donc on a fait effectivement sa thèse autour des bilans pré-greffe, et puis son mémoire sur avant-après, qu'est-ce qui se passait. Et donc on va se rejoindre dans plein d'aspects sur le côté un peu décevant de l'après si on ne fait rien. Et finalement, on a à peu près la même analyse. Et alors, pourquoi on a fait ça il y a plus de 10 ans? C'est que vous l'avez sûrement connu ici, c'était une habituée du club. C'est Nicole Declercq qui était en charge responsable de l'anesthésie de l'ensemble de la greffe d'organes à Lille. Elle a pris sa retraite il y a quelques années. Et c'était un centre multi-organes où il y avait du poumon, du rein, du foie, de l'enfant et de l'adulte. Après, ça s'est un peu modifié. Le poumon a rapidement été stoppé. Puis après, il y a eu un split sur le plan pédiatrique. Et de façon plus récente aussi, ça a été que le foie pour les hépatos, les chirurgiens digestifs et les urologues avec le rein. Mais finalement, elle avait tiré l'expérience et l'expertise des collègues, des pneumologues et des avancés. Donc on appliquait effectivement... tous nos patients candidats à la greffe avaient une VO2 depuis quasiment le début du programme, sans qu'on regarde vraiment le résultat et sans qu'on sache à quoi ça servait. Et c'est vrai que l'analyse qu'on peut en avoir, c'était que c'était une stratification du risque en attente, plutôt, pour identifier ce qui a été dit par Christophe, les patients avec lesquels on avait le plus à se démener, à faire, alors c'est artisanal, de la kiné à la maison, mais c'est déjà ça, kiné respi tous les jours, des ordonnances préétablies qu'on faisait. On a essayé un peu de nutrition, mais on en reparlera demain. C'était très décevant de faire des entérales nocturnes, etc. chez le cirrhotique, mais c'était un petit peu ça, ce test. Et par ailleurs, avec le temps, finalement, ça a été, pour une évaluation avant greffe de foie, on considère qu'il faut, sur le plan cardio-respiratoire, pour le cœur en tout cas, il faut on va dire une évaluation de base avec des mesures au repos, donc le TT habituellement, et puis un examen à l'effort fonctionnel. Donc après, là aussi, il n'y a pas de reco officiel très clair, en tout cas en France ou en Europe, donc ça va de l'écho d'obus à la scintille myocardique, et puis nous, on a utilisé volontiers ce test d'effort pour avoir effectivement en même temps quasiment les EFR d'effort et puis l'épreuve d'effort cardiologique, puisqu'on avait un certain nombre de paramètres. Donc c'est comme ça qu'on l'a finalement intégré, et les choses changent. Alors j'allais dire, la VO2, c'est un peu comme le Saint-Suaire, on est dans un cloître, donc on peut avoir des réflexions philosophiques, c'est un peu comme le Saint-Suaire à Turin, on peut y croire ou pas. Nous, on continue à la faire, mais c'est vrai qu'on a bougé, et puis là, en début d'année, on a intégré obligatoirement le test de marche de 6 minutes. Et donc ça, c'est quelque chose, on est en train de basculer progressivement, je pense. Alors à Lille, on avait la chance d'avoir des physiologistes, Rémi Neuvière, des pneumologues, Benoît Wallard, particulièrement impliqués, une disponibilité excellente du plateau technique. Et ça nous a aidés à explorer un peu ce champ. Mais finalement, on va sûrement bouger parce que il n'y a pas eu forcément de confirmation, de relais ou de choses qui sont venues enfoncer un clou clair sur un pronostic post-greffe, c'est certain. Mais comme on l'a dit, c'est multiparamétrique, ça dépend tellement du chirurgien, ça dépend tellement des suites opératoires, ça dépend tellement de la qualité du greffon, que finalement prédire la vie, la mort après la greffe de foie, c'est pas, finalement, on le sait bien, c'est pas le MELD, c'est pas la VO2, etc., qui sert à grand-chose. C'est une multivariée qui est trop complexe. Mais en amont, effectivement, ça avait du sens. Ceci étant dit, je vais pouvoir commencer, mais je vous rassure, ça va aller très vite parce que tout a été dit avant. Alors moi, j'ai la nouvelle version. Ça, c'était un petit message pour... j'ai acheté la nouvelle version des anneaux, des engrenages de Wassermann. Donc, je ne me répète pas, mais dans la cirrhose, à chaque niveau, effectivement, qui avait été présenté par Eric, on a chez le cirrhotique, on a à chaque niveau, que ce soit l'anémie, la pompe cardiaque, la cardiomyopathie cirrhotique, alcoolique, sur le plan hydrothorax, acide, dénutrition mitochondriale, on avait effectivement des éléments en faveur d'un effondrement de l'aptitude à aérobie. Et ça s'est confirmé. Alors, on avait peu de données. Je vais assez vite. On avait donc des mesures, effectivement,
qu'on connaît, qui sont ajustés sur l'âge, le sexe, etc. Et en fait, on avait très peu de choses. On avait uniquement un travail français de Bernard Campillo qui avait démontré à partir de 30 patients cirrhotiques qu'il y avait une corrélation négative de la VO2 max avec le score de Child. Et puis il y a Scott Epstein aux États-Unis, c'était le seul papier, mais qui n'a jamais été confirmé ensuite, qui a démontré qu'il y avait une valeur prédictive, la VO2 max était prédictive de la survie 100 jours après la greffe de foie. Malheureusement, derrière, il y a eu plusieurs papiers qui ont recherché la même chose, et tous ont été négatifs, donc c'est le seul actuellement qui dit que ça a une valeur pronostique post-greffe. Donc on n'avait pas grand-chose et on a fait ce travail. Alors c'est pas un de mes patients, c'est pas moi non plus. Vous voyez, ça date un peu. On a fait pédaler tous les cirrhotiques, ils pédalaient déjà jusqu'à un... Non, il n'est pas très cirrhotique, effectivement. Non, on a les patients qu'on mérite, hein, donc je ne pouvais pas effectivement tout vous montrer. Et effectivement, ça a été bien dit, il ne faisait pas du tout une VO2 max, hein, que les marathoniens faisaient un pic, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Et on a eu ce genre de résultat qui était, j'avance parce que tout ça, vous l'avez déjà vu, ça c'est la répartition finalement du résultat de notre cohorte de 150 patients à peu près. On avait une VO2 moyenne, vous voyez, qui était à 17, donc qui est vraiment ridicule. Là, 61% de la valeur prédite. En abscisse, c'était le pourcentage par rapport à la prédite, bien sûr, et puis le nombre de patients en ordonnée. Et alors, ce que vous voyez, c'est que 90% de nos patients cirrhotiques avaient une réduction de l'aptitude aérobie avec le cut-off de 85% de la prédite, et plus d'un sur deux, moins de 60%. Donc, on confirmait clairement, il y avait 30 patients, pour la première fois en foie, qu'on avait vraiment un effondrement de l'aptitude aérobie chez les patients cirrhotiques et que c'était corrélé très bien au score de Child et également au score de MELD à droite. Donc on a pu explorer ce champ-là. Et puis on a pu... ça c'est le MELD, pardon. Alors un peu moins bien avec le MELD, mais très bien avec le score de Child. Et puis on a essayé de voir un peu ce qui était associé à cette VO2. Alors en indépendant, en univarié, il y avait pas mal de choses. De façon multivariée, bon, alors il y avait des choses qui étaient effectivement confondantes, l'âge, le genre, le score de MELD. Finalement, ça, c'était pas ce qu'on cherchait à obtenir. Ce qu'on a regardé, ce qui était plus intéressant, c'était ça, finalement, c'était la valeur pronostique en attente de greffe à 1 an, et que ça déterminait effectivement deux populations, vous voyez, qui avaient un pronostic évolutif différent quand on était avec le cut-off de 60%, on est en jour en abscisse, et on a la survie en attente de greffe en ordonnée. Donc c'est clair que ça permet de dire, ce patient-là, on est à moins de 60%, il est à haut risque. On était encore à une période où on n'avait pas encore appliqué, on n'avait pas modifié au moment où on a fait le travail les règles d'allocation par le MELD complètement. Je vous le rappelle, parce que c'était en 2007, le papier a été publié en 2008, donc c'était juste à ce moment-là. Et puis on a regardé à la survie, encore une fois, qu'est-ce qui était associé à la survie. En attente de greffe, pas de secret, le score de MELD, très bon prédicteur sur la liste d'attente, et la VO2 pic, qui était indépendamment associé au MELD dans cette analyse multivariée, très bien. Et puis on a regardé enfin... chez les vrais, enfin entre guillemets les candidats classiques à une transplantation sur le degré d'insuffisance hépatocellulaire, donc un MELD supérieur à 17. Et vous voyez qu'on séparait deux populations aussi à la limite de la significativité de façon assez intéressante. Et derrière, finalement, c'était les résultats principaux qu'on avait obtenus. Et quand on s'attachait à regarder si c'était associé à quelque chose après la greffe, finalement rien, sauf que une durée d'hospitalisation plus longue, enfin une tendance, hein, je ne vais pas tirer les chiffres. Alors il n'y a pas de flèche, hein, je pense. Si. Elle est où la flèche? C'est au milieu? Ah voilà. Ah ouais, c'est mieux là. Donc on avait une durée moyenne d'hospitalisation qui était de 22 jours versus 17, c'était une tendance. Et puis la durée, le besoin en oxygène pour maintenir une SAT supérieure à 92, c'était un peu tiré par les cheveux, je vous l'accorde, mais on avait trouvé ce facteur qui finalement permettait d'avoir un truc significatif sur effectivement la morbidité un petit peu indirecte, et ça sortait. Donc il y avait peut-être des petits phénomènes en post-greffe, mais rien de très dur finalement en termes de mortalité, comme on pouvait s'y attendre. Deuxième travail, Malcolm a regardé donc avant-après, et là ça va aller très vite parce que c'est plus demain, 20 patients cirrhotiques, avant et après greffe, alors un an après, hein, enfin plus d'un an après à la greffe pour le comparateur, et puis voilà les résultats. Alors on gagnait en termes de valeur absolue par rapport à la prédite, mais regardez un petit peu les trajectoires, très modestes, à peine 15%, et des patients qui s'améliorent et d'autres non. Et on avait clairement eu des populations qui ne s'amélioraient pas, alors il a essayé de chercher à comprendre qu'est-ce
qu'est-ce qui pouvait expliquer le fait qu'il ne s'améliorait pas d'une façon générale et plus importante. Alors, ce n'était pas l'arrêt des bêta-bloquants, puisqu'à part la fréquence cardiaque, ce qui était attendu, il n'y avait aucune modification chez les patients chez lesquels on avait arrêté les bêta-bloquants avant-après greffe, parce qu'effectivement, il n'y avait plus lieu de prévenir une rupture de varice œsophagienne. Voilà un petit peu comment ça se présentait. Il y avait vraiment un groupe non amélioré, très clairement, et un groupe amélioré. Et il en était arrivé au fait que c'était le muscle. On en revient tout à l'heure à la présentation d'Yves et aux commentaires sur la mitochondrie et aux biopsies musculaires. On avait la même analyse, c'est qu'effectivement, on avait des différences sur le plan lactate. On n'avait pas de différence finalement, in fine, sur qu'est-ce qui se passait. Ce n'était pas le poumon qui était responsable, ce n'était pas les bêta-bloquants, c'était non plus pas l'anémie qui était corrigée finalement après la greffe de foie dans la plupart des situations. Et on s'est dit c'est à cause du cœur et on va regarder un peu ce qui se passe. Et c'était en fait finalement ce qu'on a incriminé. J'ai vu qu'il y avait eu peut-être que ce sera un élément de discussion. Hein, on avait effectivement conclu que c'était plutôt musculaire, mitochondrial, toxique, médicamenteux, l'explication principale sur la non-amélioration, en dehors de programmes de réhabilitation dédiés, de la VO2 max après la greffe de foie. Et qu'il y avait une forme de myopathie cortico-induite à un moment où on mettait encore beaucoup de corticoïdes. Et puis finalement, on sait qu'il y a une toxicité musculaire, alors plutôt lisse, hein, du tacrolimus, la cyclosporine aussi. Ces molécules ne sont pas du tout anodines. Donc on en était arrivé là. Et puis alors demain, c'est vrai, va être peut-être largement, je pense, développer l'expérience de Dallas qui moi, m'avait fait vraiment... qui m'avait beaucoup intéressé, cette expérience, où, 68, hein, mais article de référence, où on avait fait des VO2 à des gens contrôle qu'on avait demandé de rester 20 jours allongés. On leur faisait une VO2, et puis après, on les réhabilitait, et puis on étudiait effectivement les différences. Ça, je pense que c'est plutôt du domaine de demain. Alors tout ça allait dans le sens qu'effectivement, c'était plutôt le muscle et la mitochondrie qui étaient responsables de l'absence d'amélioration. L'équivalent, je vais passer, et ça aussi, je vais passer, ça va être sinon beaucoup trop long. Pour en arriver, il y a d'autres variables plus récentes qui avaient été faites. Test de marche. Elisabeth Carré a fait un très beau papier il y a quelques années où en fait elle a corrélé vraiment très clairement le test de marche, la distance parcourue test de marche 6 minutes à la survie à 1 an. Et très clairement ça split, regardez les populations en termes de survie, hein, de mortalité des candidats à la greffe. Donc ça, quand on voit ça, on était convaincus, ça a été reproduit par d'autres équipes et le cut-off de 250, ça clairement, nous on va l'utiliser comme étant un warning très important. Donc pour ça aussi, alors vous allez me dire, on est en 2018, là, tu as mis 8 ans à comprendre que ce papier était important. Oui, mais c'est vrai qu'il y a eu, effectivement, c'était le premier, ce papier, en foie en tout cas, et ça a été après confirmé par d'autres équipes que c'était alors assez simple, c'est reproductible, etc. Sauf que ça ne règle toujours pas le problème des patients les plus graves, greffés du foie rapidement, qui sont multidéfaillants, qui sont alités, comme on voit dans les centres actuellement, qui sont incapables de marcher 1 mètre, qui sont incapables de faire une VO2, et dans certains centres de transplantation ont les mêmes résultats de survie post-greffe que d'autres patients qui ne sont pas dans cet état-là. Donc finalement, on n'a pas tout résolu avec les tests de marche et avec la VO2, puisque dans les situations de patients multidéfaillants, une cirrhose décompensée, intubée, ventilée, dialysée, on arrive à les greffer tellement rapidement qu'ils n'ont pas le temps sûrement d'avoir un déconditionnement musculaire, une amyotrophie qui va les emporter dans des risques de complications et de mortalité. C'est probablement ça l'explication, mais on ne pourra pas régler toutes nos questions avec le test de marche de 6 minutes et avec la VO2 max, j'en suis convaincu. Voilà, c'est ma dernière diapo. C'est un gold standard, on l'utilise encore, il faut y croire, mais le test de marche, je pense, c'est vraiment très intéressant avec un cut-off à 250 mètres pour le foie. Merci.